Cinquième titre pour Alexander Zverev aujourd'hui à Vienne qui revient à 90 points de Stefanos Tsitsipas à la race. Dans cette vidéo on va revenir en détail sur le drama qui a opposé Sinner à Tiafoe hier, sur les propos alarmants également de Nadal qui s'épanche sur le futur du tennis mondial et mon bilan sans filtre de ce tournoi de Vienne. On s'installe tranquillement et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec les propos très inquiétants de Rafael Nadal sur la suite du tennis, le futur du tennis, la décennie 2020, etc. En fait, Rafael Nadal est un petit réac, a priori, on va le lire en tout cas dans cette interview accordée à un magazine japonais sport. On a très peu entendu parler de ses propos en France, à croire que les journalistes français ne font pas bien leur travail. Donc on a cette interview, j'ai adoré les matchs entre Agassi et Sampras, le talent et la tactique étaient plus importants sur le terrain aujourd'hui. On a beaucoup de morceaux choisis, vraiment très pertinents. On va commencer en vert. J'étais influencé par le tennis. Mon entraîneur actuel, Carlos Moya, donc il l'a influencé. Pour moi, il a toujours été une idole, une référence. En remontant dans l'histoire, j'aime le jeu d'Ilie Nastase, bienvenue au club. Mais quand j'étais enfant, j'étais un grand fan de Pete Sampras et d'André Agassi. J'adorais regarder des matchs entre eux. En jaune, j'ai appris un style de jeu agressif à la Sampras et un esprit combatif d'Agassi. Donc une espèce de fusion entre le jeu ultra agressif sur la baseline d'Agassi et puis le côté aérien de Pete Sampras, notamment à la volée. On le sait, hein, Nadal, dès le début de sa carrière, il a essayé, il avait l'envie d'aller au maximum à la volée, même si certains d'entre vous ont peut-être cette idée d'un Rafael Nadal bourrin, c'est un cliché, c'est pas exactement la réalité. Les matchs entre eux ont été très stimulants car ce sont deux joueurs très différents, c'est ça aussi qu'on aime dans le tennis, ce sont les oppositions de style. Federer, Nadal par exemple, Borg, McEnroe également, ils ont donné des moments magiques de tennis, des matchs gravés dans l'histoire du jeu et dans ma mémoire. Et là, le point le plus important de Nadal, c'est juste après. J'aimerais que ça se joue encore comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que le jeu était plus basé sur le feeling, le talent, la tactique. Il y avait plus de facettes. Chaque match était plus complexe qu'aujourd'hui, où tout est basé sur la puissance et la vitesse. C'était un jeu magique. À l'époque, le talent et la tactique étaient plus importants sur le terrain qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me développer votre point de vue. En tout cas, c'est les propos de Rafael Nadal. Il y avait une attaque et une défense. Il fallait travailler dans des échanges plus longs avant de gagner le point, où il y avait une vraie attaque forte, directe. Le jeu vous a mis davantage au défi, vous mettez davantage au défi, à la fois dans votre patience et votre habileté. Le tennis d'aujourd'hui n'a pas ça. Les cours en terre battue peuvent toujours créer de tels matchs, mais sur gazon ou sur dur, c'est presque impossible. Le tennis est devenu plus rapide, mais plus pauvre. Alors, Rafa, ça a toujours été un grand tacticien et un immense joueur de terre battue, et là, vous voyez, il prêche un petit peu pour sa paroisse. Il dit en gros que le tennis était plus intéressant, plus complexe dans les années 80, dans les années 90. Ça, on peut être d'accord ou pas. Il y avait aussi cette prépondérance avec les surfaces extrêmement rapides. On avait des matchs, parfois, c'était une collection d'ace, donc on n'avait pas beaucoup de rallyes, pas beaucoup d'échanges. Donc peut-être que Rafa a une vision idéalisée de la situation qu'il y avait dans les années 90. On le sait, par exemple, à Wimbledon, ils ont commencé à ralentir la surface à partir de 1994, et cette finale entre Sampras et Ivanisevic où c'était un concours d'ace, à un moment donné, il a fallu aussi revoir la vitesse des surfaces. Maintenant, je suis d'accord, Rafael Nadal, il a clairement raison là-dessus. On a un jeu qui est très homogénéisé, on a une tactique en fait qui peut fonctionner sur toutes les surfaces, plus ou moins. On le voit avec Novak Djokovic, qui est le joueur parfait de ces surfaces intermédiaires. Il a besoin de s'adapter, mais à la marge, que ce soit sur gazon, sur terre battue, on a un tennis qui a peut-être perdu ses profils variés. Là, je rejoins Rafael Nadal, on n'a plus de serveurs volleyeurs, on n'a plus vraiment de grinders défensifs qui font que ça, parce que le tennis te pousse à être un baseliner agressif, et en fait, quelque part, c'est André Agassi qui est le papa de ce nouveau tennis, de ce tennis des années 2020, je trouve, avec son jeu de baseline agressif. En tout cas, des propos hyper intéressants de Rafa, et j'ai un grand plaisir à vous lire dans les commentaires suite à ça. Et on enchaîne avec le drama, le dramounet entre Sinner et Tiafoe, suite à cette demi-finale hier à Vienne. Sinner, il a eu les bouloches comme ça, les grosses valises. Le seum n'est plus belge, il est italien. Écoutez donc ses propos. À mon avis, Tiafoe est allé trop loin aujourd'hui. Il est allé trop loin. Il en a trop fait. C'est une chose quand tu fais un show, ok. C'en est une autre quand il n'y a pas de respect. Il parle de respect, c'est très important le respect. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Donc on redonne un petit peu de contexte. En gros, Tiafoe, il avait le match perdu. Il était mené 6-3, 5-2, et puis il s'est dit, je vais commencer à jouer avec le public. Je vais essayer d'amener une espèce de folie, de frénésie autour du court. Et Sinner, c'est un jeune joueur et il va peut-être se laisser emporter par la vague. C'est ce qui s'est passé. En plus, on a eu donc un mélange entre un choke de Sinner et Tiafoe qui est devenu complètement injouable pendant de très longues minutes. Et moi, en fait, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'un joueur comme ça peut être à ce point déstabilisé par une ambiance qui, a priori, à Vienne, ça reste quand même des personnes de 50-60 ans qui tapent des mains, qui sont aussi un tantinet alcoolisé. Ok, certes, on a dit ça. Maintenant, moi, ce qui m'interloque, c'est que on a un joueur qui joue extrêmement bien, qui est dans sa bulle et puis qui tout d'un coup se fait exploser sur de l'intox, sur de l'intimidation positive, sur le metagame, comme nous a fait Tiafoe sur son match là, encore aujourd'hui contre Zverev. On va le développer dans le coin tactique. Et c'est là où je me dis, et vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, ces jeunes, ils sont soft.
Pourquoi ils sont soft? Parce qu'ils ont pas joué la vraie Coupe Davis. Va jouer Yannick Sinner avec ton maillot italien à Buenos Aires, à Zagreb, un 5e match décisif contre Del Potro, Zabaleta, Silic par exemple. Vas-y, mets-toi dans une ambiance comme ça avec 10 000, 15 000 personnes autour de toi qui te sifflent entre ta première et ta deuxième. On a vu des joueurs se liquéfier, on a vu des joueurs se révéler dans ces ambiances. On se souvient de Rafael Nadal en 2004 qui dispute cette Coupe Davis, qui la remporte, il a 18 ans. Bon, bah ça te forge un bonhomme, je suis désolé. Là on a des mecs qui sont soft, qui sont là à regarder Instagram, checker leur DM, ils se font insulter par des parieurs frustrés. Ouais, ok, bah à un moment donné aussi il va falloir mûrir. Le tennis c'est pas que du jeu, il y a du metagame, il y a de l'intimidation, c'est très important, il y a des joueurs très connus qui le pratiquent, n'est-ce pas? Donc en tout cas je pense que Sinner là, beaucoup de sel, et ça montre aussi que il leur manque ces ambiances, il leur manque cette frénésie, et je pense qu'on a un petit peu tué le tennis quand on a tué la Coupe Davis, et ça fait partie littéralement de l'apprentissage du haut niveau. Regardez Novak Djokovic comment il s'est formé dans l'hostilité. Nadal pareil en Coupe Davis, Federer c'est pareil, même si c'est un joueur qui peut sembler un petit peu aérien, qui peut sembler au-dessus de tout, non, il s'est aussi bâti dans l'adversité, il s'est bâti face à des confrontations qui lui ont fait mal, contre Nadal, contre Djokovic, contre Murray, quand ces mecs-là sont arrivés alors qu'il était dans son prime et qu'il cartouchait tout le monde. Donc Sinner, soft, très bon joueur, mais il va falloir s'habituer à ça parce que maintenant certains joueurs ont compris que tu pouvais être facilement déstabilisable, donc il va falloir aussi passer un cap à ce niveau-là pour devenir le très grand joueur que tu souhaites. Dernière info dans ce côté réseau, et du coup ça va nous permettre aussi de basculer sur le coin tactique, cette finale à Vienne, on va aller très vite, mais d'abord les propos très amusants de Tiafoe par rapport à Zverev et vice versa. Donc on a eu un super discours, je ne peux pas te supporter, P machin, nous nous connaissons depuis 10 ans, il va devenir un Hall of Famer, gagner une tonne de slams et devenir numéro 1, et Zverev lui a répondu, vraiment un échange très sympa, si tu gardes ton caca ensemble, c'est une expression anglaise, c'est intraduisible, en fait, en gros si tu arrives à rester vraiment cadré, vous montrer rapidement dans le classement, tu es un des joueurs les plus talentueux du circuit, je ne veux pas que tu restes simplement dans le top 30, je veux que tu sois top 10, avec l'état du tennis actuel, le tennis a besoin de toi, ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que dit Rafael Nadal sur le début de la vidéo. On bascule dans le coin tactique sur ce match donc entre Tiafoe et Zverev, première palette, donc on va commencer par les montées au filet, 7 sur 17 pour Zverev, alors c'est un chiffre qui est pas très impressionnant parce que Tiafoe a réussi à le faire monter selon ses propres termes en l'attirant au filet. Ici ça va être un exemple contraire, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire une accélération, ensuite à profiter, une espèce de montée à contre-temps, profiter du fait qu'il sait que Tiafoe va passer sous la balle, il va avancer, il va déposer la volée, et ça c'est très important dans l'évolution du jeu de Zverev. C'est un joueur maintenant qui essaye de se précipiter au filet le plus possible, mais selon ses propres termes. C'est la différence entre être attiré au filet dans une position délicate et y aller pour terminer le point, et clairement Tiafoe a bien exploité cette faiblesse quand même encore sur les volets réflexes, sur les volets difficiles d'Alexander Zverev. On a vu un Sacha à sa main, tranquille, qui a pas trop forcé son talent. On l'a vu surtout sur la fin du set avec un changement de rythme, et ça c'est super important. Donc il a joué quasiment tout le set piano avec des petites frappes tranquilles pour Tiafoe, et puis là tout d'un coup il va piquer, il va mettre une accélération létale avec son coup droit, avec son fameux coup droit un peu liane, avec énormément de volume dans la frappe. Il va donc complètement clouer Tiafoe qui va pas réussir à remettre cette balle, la balle va sortir de quelques centimètres, et vous le voyez ici, ce qui est important c'est dans les moments chauds, vous arrivez à passer une étape supérieure, une vitesse supérieure, et ce type de joueur, Zverev, en est tout à fait capable. Contrairement à Tiafoe, où c'est plus difficile de le faire dans la régularité, un autre point essentiel dans cette finale, ça a été la capacité au retour de Zverev. Ici, vous voyez, ça c'est une qualité, on l'a déjà démontré dans des palettes précédentes, en bout de bras, que ce soit dans des rallyes ou également en retour de service. Là, vous le voyez, avec ses bras tentaculaires, il arrive à aller caler un retour merveilleux qui va réussir à faire le point. On le voit donc les statistiques au niveau du service, Tiafoe est à 62% de points remportés derrière sa première, 50% derrière sa seconde. Donc si Zverev fait le taf sur son service, et il a bien fait, 82% de première sur ce match, ça nous rappelle aussi les pourcentages très élevés qu'il a connus en demi-finale contre Alcaraz, et bien ça passe. On voit donc cette dernière palette et la tentative de déstabilisation très coquine, encore une fois, de Tiafoe. On le voit, il est en difficulté, il se fait donc sauter sur la ligne dans la fin du premier set, et puis il va tenter, alors personnellement j'ai rarement vu ça, ou quasiment jamais, un retour de service quasiment au milieu. Là forcément il va prendre un ace extérieur de la part de Zverev qui va sourire un petit peu jaune, ensuite il va y avoir une tentative de tapage de main ici. En tout cas Tiafoe a encore essayé d'influencer, d'intimider Zverev, sauf que Zverev c'est quand même un cran au-dessus de Sinner, il en a connu des vertes et des pas mûres, il est passé par des hauts et des bas dans sa carrière, on le voyait vraiment très haut, très gros, très fort dès 2017, il a connu des troubles et maintenant il est clairement l'un des patrons du circuit. On termine pas par une recommandation aujourd'hui mais par un petit bilan de ce tournoi de Vienne. Je sais que certains d'entre vous se sont posé la question, mais pourquoi sur service volé tu couvres un 500? C'est la première fois qu'on faisait un ATP 500 sur la chaîne. Je pense que c'est très important maintenant, vu aussi l'exposition de la chaîne, on a bientôt 7000 abonnés, il n'y a pas beaucoup de chaînes tennis sur YouTube, je pense que c'est important de rendre de l'exposition à ce sport, pas simplement se servir quand c'est Roland Garros, quand c'est Wimbledon, quand ce sont les grands événements, non, aussi essayer de faire vivre le tennis toute l'année. Je pense que c'est un des objectifs également de la chaîne. C'est très important aussi pour créer un modèle économique, c'est-à-dire que si vous parlez
parler simplement tennis pendant 2 mois à l'année, bah, vous n'allez pas réussir à avoir un projet qui est aussi quotidien que j'essaye de faire moi de mon côté. Et donc couvrir un 500 pour la première fois, c'était aussi un test à grandeur nature, voir s'il y avait des personnes qui suivaient. Je suis très content, on est entre 3000 et 4000, vraiment un socle très important de fidèles qui fait extrêmement plaisir, qui me donne vraiment du courage pour continuer à servir le tennis, parce que clairement cette semaine c'était l'objectif. J'ai gagné des clopinettes quand tu fais 3000, 4000 vues sur YouTube. Dans le but aussi c'est de créer de l'exposition pour ce sport, pas simplement de se servir de son exposition avec les grands chelems, avec les grands rendez-vous, c'est aussi créer des rendez-vous avec vous. Je le fais avec beaucoup de conviction, beaucoup d'amour pour ce sport. J'espère que c'est une couverture qui vous plaît. Si vous aimez la chaîne, vous avez plein de manières de la soutenir. Un pouce en dessous de cette vidéo, vous abonner, rejoindre le programme, le club, c'est aussi sous le player. Vous avez aussi une possibilité de donner de l'argent sur YouTube directement, un don qui va servir à l'essor, à l'épanouissement de la chaîne. Donc on continue le taf, vous me connaissez, je vais rien lâcher et on se retrouve dès demain pour la couverture, encore une fois, quotidienne du Masters Paris-Bercy. À demain mes très chers côtes, ciao.